Un patient s'adresse aux urgences ophtalmologiques suite à l'apparition d'un ptosis qui correspond à une chute de la paupière supérieure et d'un flou visuel depuis plusieurs jours. Cela est associé à une douleur fronto-orbitaire, d'apparition progressive et d'intensité croissante depuis la veille. Le patient se plaint également de ne pas pouvoir tourner les yeux vers l'intérieur, le haut et le bas. On ne relève chez lui aucun antécédent particulier. L'examen clinique lui trouve un ptosis total et une pupille en mydriase aréactive. Le terme mydriase signifie une augmentation du diamètre de la pupille. Il présente notamment une diplopie horizontale qui correspond à une vision en double d'un objet unique. Il existe une exotropie externe spontanée, c'est-à-dire un défaut de parallélisme des axes visuels. Tout cela est associé à un déficit oculomoteur dans les regards en adduction, en haut et en bas. On relève également une paralysie de l'accommodation qui provoque un gêne à la vision de près. Le médecin décide de réaliser un scanner cérébro-orbitaire associé à un angioscanner cérébral qui va mettre en évidence un anévrisme situé à la naissance de la communicante postérieure. Ces scanners permettent de confirmer le diagnostic d'une ophtalmoplégie douloureuse droite, intrinsèque et extrinsèque, qui est révélatrice d'un anévrisme de l'artère communicante postérieure homolatérale. Un anévrisme est une dilatation localisée de l'artère. Cette dilatation va comprimer un nerf responsable de l'innervation de la plupart des muscles de l'œil, aboutissant à l'ophtalmoplégie, c'est-à-dire à une paralysie des muscles de l'œil. Voici le schéma qui mène au diagnostic de notre patient. Je vais maintenant le détailler. L'anévrisme se situe au niveau de l'artère communicante postérieure, ou encore appelée pica. Celle-ci fait partie du polygone de Willis. Elle relie l'artère cérébrale postérieure à l'artère carotide interne, juste en amont de sa bifurcation en artère cérébrale moyenne et antérieure. Du point de vue histologique, pica a une intima, une média et une adventice. Au niveau cérébral, les artères sont de calibre moyen à parois minces. Elles possèdent une adventice fine et pauvre en fibres élastiques. Elles sont donc peu extensibles, ce qui est logique puisqu'il faut éviter le risque de dilatation qui engendrerait une augmentation de la pression intracrânienne potentiellement dangereuse pour la personne. En effet, la boîte crânienne est inextensible. L'anévrisme, qui est une dilatation de l'artère, va donc comprimer un nerf suivant le trajet de la pica. Il s'agit du nerf 3 ou nerf oculomoteur. C'est le seul nerf moteur de l'œil qui contient des fibres motrices somatiques et viscérales. Il innerve la plupart des muscles de l'œil. Au niveau de l'organe de la vision, on retrouve une oculomotricité extrinsèque et une oculomotricité intrinsèque. L'oculomotricité extrinsèque comprend 6 muscles. Le muscle droit latéral, le droit médial, le droit inférieur, le droit supérieur, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Les muscles extrinsèques sont donc responsables du mouvement du globe oculaire. L'oculomotricité intrinsèque comprend les muscles dilatateurs et constricteurs de la pupille, encore appelés sphincters de l'iris, et le muscle ciliaire. Les nerfs parasympathiques, qui innervent le constricteur de la pupille et le muscle ciliaire, sont contenus dans le nerf 3. Le contingent somatique oculomoteur du nerf 3 pour l'oculomotricité extrinsèque innerve le muscle releveur de la paupière supérieure. Cela engendre ptosis, c'est-à-dire une chute de la paupière lorsque le nerf est atteint. Et il innerve également les muscles droit supérieur, médial inférieur et oblique inférieur. Si le nerf est atteint, l'œil dévie vers le bas et en dehors, ce qui correspond à un strabisme ou exotropisme. Le contingent parasympathique pour l'oculomotricité intrinsèque innerve le muscle sphincter de la pupille. Si le nerf est atteint, il y a une apparition d'une mydriase, donc d'une augmentation du diamètre de la pupille. Il va également innerver le muscle ciliaire. Si le nerf est touché, il existe une perturbation de l'accommodation, c'est-à-dire une perte de l'ajustement de la puissance réfringente du cristallin. La douleur fronto-orbitaire est liée à la compression ou à l'irritation d'un contingent de fibres nerveuses sensitives provenant de la branche ophtalmique du nerf trijumeau, cheminant avec le nerf 3. En résumé, pour reprendre une dernière fois,
Nous sommes en présence d'une artère qui est dilatée dans le cerveau. Celle-ci prend donc plus de place et comprime un des nerfs. Celui-ci ne peut plus assurer le passage de l'information vers les différents muscles de l'œil, ce qui provoque les différents petits soucis. En ce qui concerne le traitement, le patient va bénéficier d'un traitement qui consiste en une exclusion de la circulation artérielle par voie chirurgicale sous anesthésie générale. À 2 mois post-opératoire, il n'existe que quelques rares épisodes de diplopie décrits par le patient. Le ptosis a disparu, les pupilles sont réactivées symétriques et la mobilisation du globe oculaire est possible dans toutes les directions.